Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir le résumé du cours que j'ai fait en Master 1 MEF mention 1, donc un cours magistral de 2 heures sur le langage oral en maternelle. Il se compose de 3 parties, donc une petite introduction, une première partie langage et pensée, une deuxième sur prog coordonnée par Mireille Brigaudio et une troisième partie sur l'étayage de Michel Grandati. Tout d'abord, langage et pensée. Les rapports entre langage et pensée. Quels sont-ils? Il existe 3 positions qui sont décrites par Sauvage en 2003 afin de comprendre les rapports entre le langage et la pensée. Premièrement, le langage précède la pensée dans le développement psychique. L'argument qui est en faveur de cette position est que lorsque nous pensons, nous utilisons un langage intérieur. Parler dans sa tête. À l'école, nous disons souvent aux élèves « lisez dans votre tête ». Je vous rappelle d'ailleurs que c'est quelque chose qui n'est pas à dire aux enfants de CP et même de CE1 quelquefois, car quand on apprend à lire, on a besoin d'oraliser. Donc on a besoin de bouger ses lèvres ou de chuchoter ou de le dire à haute voix. Mais lorsqu'on apprend à lire, on ne peut pas lire dans sa tête. Une pensée sans langage n'existerait donc pas. Ces travaux sont réalisés par des chercheurs qu'on appelle innéistes, c'est-à-dire qu'ils argumentent en faveur d'un langage inné. Ce sont par exemple tous les travaux de Chomsky. Deuxièmement, la pensée préexiste au langage. C'est la thèse de Piaget au XXe siècle. L'argument consiste à dire que le langage ne peut se développer sans la pensée. Le développement cognitif serait donc précurseur et indispensable à tout développement du langage. Enfin, troisième argument, le langage et la pensée forment un tout. Les deux se développent en même temps et s'influencent mutuellement. Le langage apporte les structures nécessaires à la verbalisation intérieure et la pensée apporte les structures cognitives à la construction symbolique du langage. C'est la théorie de Vygotsky et de Brunner. Pour Vygotsky, dans langage et pensée, l'entourage est important dans le développement langagier de l'enfant. Les autres personnes, adultes notamment, guident, régulent. L'enfant de cet âge a plusieurs particularités. Tout d'abord, son égocentrisme du langage et de la pensée. Par exemple, vous êtes en train de lire une histoire à partir d'un album et il y a un enfant qui dit « Bah moi, je suis allé sur le tracteur rouge de papy ». Pour Piaget, le caractère égocentrique de la pensée est transitoire. Il est dû à l'évolution, le développement de la pensée. Par exemple, le monologue collectif. C'est une illusion de parler ensemble, mais chaque enfant de petite section peut dire quelque chose sans rapport avec ce que le voisin a dit ou raconté. Donc en fait, ils sont tous ensemble, mais ils font chacun un monologue. Autre particularité, le syncrétisme, qui est une perception globale et plutôt confuse qui caractérise la pensée du jeune enfant. Donc il ne ferait pas une analyse des différentes parties, mais plutôt il y aurait perception d'un tout. Pour Vygotsky, il y a 2 stades importants. Tout d'abord le stade préintellectuel dans la formation du langage chez l'enfant et le stade préverbal dans le développement de sa pensée. Petit 2. Voyons maintenant les représentations. Le langage donne lieu à une activité de représentation dont le principal support est l'image mentale. Quelle est la définition de l'image mentale? C'est une représentation intellectuelle qui correspond à des modèles intériorisés de l'environnement de l'élève et de ses actions sur cet environnement. Ces modèles sont utilisés par l'enfant comme source d'informations sur le monde. Voici une définition de Ryan et Simmons en 1982, page 41. Activité psychologique qui consiste à évoquer les caractéristiques physiques d'un objet ou d'une situation en l'absence de ces derniers. Absence temporaire ou permanente du champ perceptuel. Dans l'amphithéâtre, nous faisons un petit jeu qui consiste à se représenter mentalement une phrase sous la forme d'une image. Donc je donne la phrase « Le garçon suit la fillette ». Je donne quelques secondes aux étudiants pour se représenter la phrase
sous forme d'une image, mais il y a des représentations qui ne sont pas sous forme d'image, ça peut être une odeur, ça peut être une sensation, etc. Et là, on s'aperçoit que même en ayant la même phrase, les représentations vont être très différentes. Certains voient une image statique, d'autres voient plutôt les enfants bouger. Ils peuvent venir vers vous, partir de vous, être en diagonale. La petite fille peut avoir des caractéristiques propres, le garçon aussi. Il peut y avoir un paysage ou pas, etc. Et puis quand moi j'impose la même phrase, mais en disant vous la représentez dans le sens de lecture-écriture, et bien là on s'aperçoit que certains vont y arriver très facilement, d'autres non. Il va se passer des phénomènes un peu particuliers et nous discutons de d'où cela. Alors, l'image mentale a plusieurs rôles. Tout d'abord, la mémorisation. Elle aide à mémoriser. Ensuite, elle sert de support à l'action motrice, c'est l'image kinesthésique. Et elle est utilisée par l'enseignant car elle permet d'attirer l'attention des élèves sur des éléments précis et constitue un palier vers l'abstraction. La représentation renvoie aux conceptions des élèves et aux modèles implicites, explicites auxquels ils se réfèrent pour comprendre un événement ou une situation. Les nouveaux savoirs modifient les anciens. Apprendre, c'est donc modifier ses comportements et ses représentations. Deuxième partie, PROG, coordonnée par Mireille Brigaudiau, dont l'ouvrage est Apprentissage progressif de l'écrit à l'école maternelle chez Hachette. Tout d'abord, quelques définitions de Mireille Brigaudiau. Le langage, donc page 14. Le langage est un concept, on ne peut pas le recueillir, pas l'observer, pas le décrire. On fait l'hypothèse de son existence pour définir l'homme par opposition à l'animal. La langue. C'est un objet social. On peut recueillir une langue en l'enregistrant, en examinant des écrits. On peut l'observer, la décrire. C'est ce qu'en font les hommes qui l'utilisent. Le langage intérieur, c'est quand on écoute, quand on lit, quand on réfléchit, quand on rédige, quand on pense avec des mots. Il n'y a pas d'énonciation. Sur le plan affectif, il est le support des sentiments de la personne. Et sur le plan cognitif, il permet les représentations. Le langage extériorisé, c'est lorsque l'activité langagière a pour effet un produit que l'on peut recueillir, appelé texte, qui est soit oral, soit écrit. Il peut être adressé à quelqu'un ou à soi-même. On parle aussi de discours ou d'énonciation. L'oral se définit par sa forme extériorisée et en présence de quelqu'un. L'écrit se définit par sa forme écrite, soit en dehors de la présence du destinataire, soit pour être lu par soi ou à un autre moment. Deuxièmement, les dimensions du langage. L'activité langagière, elle engage la personne. Pour le professeur des écoles, il s'agit d'aller plus loin que les mots prononcés par l'élève. Cela permet à l'enseignant de comprendre ce que l'enfant ne comprend pas. La dimension symbolique, qui est un concept psychanalytique, c'est quand un élève fait comprendre à l'enseignant que celui-ci se trompe ou ne se trompe pas par rapport à ce qu'il pense de lui. Il peut donc y avoir des comportements non verbaux, des déplacements, des rotations du corps qui ont une valeur symbolique. Par exemple, les petites sections qui se lèvent pour aller faire autre chose lorsque vous racontez une histoire ou qui ne veulent pas faire un atelier. La dimension cognitive, c'est quand un élève montre ou dit qu'il sait, qu'il connaît. Il fait état de ses connaissances du monde, des choses, des objets. L'école, c'est un lieu de savoir, donc les enseignants sollicitent en permanence cette dimension. La dimension méta. Méta, c'est la prise de distance, c'est dire sur le langage. Donc les remarques spontanées des enfants d'ordre méta sont des traces d'un bon cheminement vers les apprentissages de l'écrit. Il faut donc les valoriser. Exemple de ce que peuvent dire des enfants de maternelle. On a fait semblant de lire. C'est une dimension métalangagière. Le langage est utilisé pour décrire un autre langage ou une langue naturelle. Il faut un O pour faire co. C'est la dimension métalinguistique, utilisation de la langue pour parler de la langue. Elle veut parler à ses parents au téléphone, dimension métadiscursive.
un segment de texte dans lequel celui qui parle explique ou commente l'objectif de la démarche de son discours pour que l'autre comprenne. Ou bien encore, on ne sait pas lire. Dimension métacognitive, ce que l'enfant sait sur sa façon de savoir ou activité mentale sur ses propres processus mentaux. Les professeurs des écoles ne doivent pas faire ces différences subtiles, mais les repérer comme étant des marques d'apprentissage. Troisièmement, les 4 domaines d'apprentissage afin de travailler le langage écrit. C'est l'activité de l'élève qui est le plus important. Il est possible de travailler à partir de ce que l'enfant sait déjà en visant toujours le langage écrit. Je développerai donc uniquement le premier domaine qui concerne le langage oral d'après Brigaudio. Les 3 autres concernent le langage écrit. Donc, petit a, que l'enfant soit bien et qu'il utilise le langage en classe pour dire, comprendre et réfléchir. Il s'agit d'utiliser le langage qui signifie pouvoir dire, être entendu, être reconnu, mais aussi savoir écouter, se concentrer, raisonner, poser des questions pour comprendre et commencer à produire des textes oraux assez proches des textes écrits. Petit b, comprendre le langage écrit et se construire des représentations de l'acte de lire. Petit c, produire du langage écrit et se construire des représentations de l'acte d'écrire. Petit d, découvrir la nature de l'écrit et se construire des représentations de la nature de l'écrit, code alphabétique, les lettres, etc. Je vais donc développer le petit a, qui correspond à la page 74 de l'ouvrage. Utiliser le langage pour dire, pour comprendre, pour réfléchir. Le principe de Prog est que tous les enfants aient envie de parler. Pour le professeur des écoles, il s'agit d'un comportement permanent d'activité langagière plus que de séances de langage. Brigaudio aborde donc dans ce chapitre ce savoir-être du maître qui est la condition de l'acquisition du langage pour tous. Les indicateurs chez les élèves ne sont pas des phrases de plus en plus complexes, par exemple, mais des comportements d'enfants. Prise de parole, contenu de discours, participation à la vie de la classe. Quelle est sa définition de dire? C'est avoir l'initiative d'un contenu langagier en tant qu'élève, ce qui est différent d'une réponse à une question ou bien de réciter par cœur. Quelle est sa définition de comprendre? C'est interpréter du discours dans un contexte de communication. Et quelle est sa définition de réfléchir? C'est le développement du langage intérieur pour résoudre un problème. Quatrièmement, des situations pour faire parler les enfants. Classiquement, en maternelle, le professeur des écoles propose aux enfants de décrire ce qu'ils voient sur un poster ou imaginer une histoire à partir d'un support. Cependant, on sait que ces situations détachées de l'usage courant du langage bloquent certains élèves qui parlent peu car ils ne sont pas habitués à cette relation au discours qui n'est pas une situation de communication orale. Ces situations favorisent plutôt les grands parleurs qui sont ravis de s'exercer à. Il faut donc s'intéresser aux petits parleurs. Pour que les enfants puissent dire, il faut 3 conditions majeures d'après Brigaudio, page 76. Tout d'abord, il faut qu'ils soient considérés comme des personnes. Deuxièmement, il ne faut pas qu'une prise de parole soit une prise de risque. Troisièmement, il ne faut pas qu'un malaise dû au contexte scolaire les préoccupe. Les enfants ne s'autorisent pas à montrer leur malaise ou leur révolte. Il faut donc que ce soit une préoccupation de l'enseignant. Quand les enfants ressentent un manque de confiance, de respect, de calme, ils se taisent, se mettent en retrait, parfois pleurent. Le début de la petite section est un moment stratégique pour installer ces conditions. Parler à un enfant qui pleure et non pas lui dire qu'il ne faut pas pleurer, dire qu'un enfant n'aime pas quelque chose à la cantine plutôt que de dire systématiquement à chacun « il faut goûter à tout ». Bien sûr qu'il faut goûter à beaucoup de choses, mais aujourd'hui, pour tel enfant, ça peut être un signe de malaise et il faut en tenir compte. Et puis, beaucoup d'adultes ne goûtent pas non plus. En le disant aux autres adultes, vous prenez en considération la peine d'un enfant. On montre ce qu'il pense et dit et que cela compte pour nous. Tous les lieux, les moments à l'école peuvent être travaillés de cette manière. La sieste, la cantine, dans la cour de récréation quand un enfant vient vous parler,
avec les grands, avec les parents qui sont absents de l'école, les doudous, le déshabillage, voire tous les rituels. Ce sont aussi des conditions du bien-être. À partir de là, il est nécessaire de suivre aussi les intérêts des enfants. Donc c'est la deuxième condition. Le maître peut observer quelle activité ils choisissent plutôt que telle autre, quel jeu ils prennent, avec quel copain ils jouent. Il faut également tenir compte des suggestions des enfants. Il manque des personnages, est-ce qu'on peut travailler sur telle chose? Prendre en compte le propos et non le laisser de côté. Écrire les propos sur un cahier par exemple. Le travail par thème. Les thèmes sont choisis par les maîtres sur un temps long. Les fruits, le koala. Brigodio propose de tenir compte de ce qui passionne les enfants et travailler sur ce qu'ils proposent eux. C'est exactement ce qui est fait en pédagogie Freinet. L'immersion dans un bain de langage, cela renvoie à des situations vraies. Le langage est utilisé sans cesse dans les activités, mais de manière naturelle. Le langage reste donc invisible. Il est cependant nécessaire que le langage s'enrichisse. Exemple, demander à un enfant de quelle couleur est le gobelet qu'il préfère pour le goûter. Installer la confiance et non montrer qu'il ne sait pas. Donne-moi les gobelets rouges, pour apprendre à l'enfant à reconnaître le rouge qu'il ne connaît pas. Là, il y a une prise de risque de dire devant les autres non favorable aux apprentissages, mais plutôt au mutisme. Pour les enfants timides, en retrait, c'est important. Autre exemple, plutôt que de faire ranger tous les doudous dans la bannette pour travailler en petites sections, dire à un enfant « Si tu as besoin de ton doudou, tu le gardes et si tu as envie de le poser dans la bannette, tu le poses. » Cinquièmement, rendre visible le langage dans les classes prog. Dans les classes prog, le maître essaie de dire ce qui se passe dans sa tête et cela rend beaucoup plus transparentes toutes les activités parce qu'il y a moins d'implicite. C'est une citation de la page 81. C'est la recherche de clarté cognitive. De ce fait, les enfants ont davantage envie de dire ce qui se passe dans leur tête et le maître les y invite sans entrer dans le domaine privé de l'élève. Le maître donne l'objectif de l'apprentissage et dit qu'effectivement ce n'est pas facile pour faire comprendre à l'enfant qu'il ne va pas y arriver du premier coup, car c'est souvent ce qu'il pense, découper par exemple, ou comprendre une histoire. Le maître considère un apprentissage réussi comme un événement. Il va attirer l'attention de toute la classe sur la réussite d'un élève. Par exemple, Julien a écrit son prénom. Bravo Julien, et on l'applaudit. On en fait un exploit, on souligne, on félicite. Il ne s'agit pas de prendre un enfant en modèle, mais de faire savoir que tous peuvent y arriver. C'est aussi l'occasion de valoriser un élève en difficulté. Il sait faire ses lacets tout seul, bravo! Le maître montre le rôle des essais, des erreurs, de la patience, de la persévérance. Prendre la SEM à témoin, une collègue, alors que souvent on prend à témoin quelqu'un pour dénoncer une bêtise ou une erreur. Le maître installe le langage comme outil pour la compréhension. Écoutez attentivement l'enfant, mais une écoute vraie, c'est la clé de leur langage, comme en récréation. Pour l'élève de petite section, c'est un enjeu énorme de pouvoir prendre une place dans le groupe, pouvoir dire, pouvoir parler. Le maître doit pouvoir se taire et prendre en compte sans juger. En petite et moyenne section, le maître doit tout faire pour comprendre l'élève. Ce n'est pas toujours facile. Plus le maître prend en compte le point de vue des enfants et plus il travaille la compréhension. Il faut donc ramener les propos des enfants à du connu, rapprocher un événement d'un autre, comparer une scène à une autre. Le maître doit faire des efforts pour se faire mieux comprendre. Le maître doit donc savoir changer son propre point de vue pour comprendre un enfant. Un enfant de 4 ans a à peu près 18 mois d'expérience mobilisable. Des choses évidentes pour nous sont des découvertes pour eux. Par exemple, quand la neige tombe et qu'ils la voient pour la première fois, ils ont envie de se jeter dans la neige à la récréation et ils sont collés aux vitres. Le maître modèle. Alors, le maître modèle peut montrer aux enfants comment on invente une histoire, comment on la fabrique, uniquement avec du langage oral. Or, en classe, on demande souvent aux élèves de le faire, sans jamais montrer l'exemple. Le maître peut montrer qu'il écrit sur des post-it pour ne pas oublier quelque chose ou qu'il utilise le cahier d'appel avec eux.
L'enseignant met les élèves le plus possible en réflexion. Il faut étonner les enfants, apporter des surprises. Qu'est-ce que c'est? Deviner ce que c'est, mais garder la réponse dans sa tête afin de les faire réfléchir, de les comprendre. Le délai devient donc un principe didactique selon l'expression de Brigodiot. Ne pas, par exemple, donner une réponse immédiate à une question. Ne pas agir avant d'avoir fait le point dans sa tête, se représenter les choses, un dessin mentalement. Laisser les enfants réfléchir afin qu'ils choisissent le moment où ils pensent qu'ils sont prêts pour faire la date, par exemple, les rituels, les prénoms, une activité particulière. Brigodiot suggère que les enfants de moyenne et grande section peuvent avoir un petit travail à faire à la maison, donc un travail qui permettra la réflexion sur le métier d'élève, réfléchir par exemple à un cadeau à offrir à un enfant malade, le livre qu'on préfère, mais aussi apporter des documents. Ça peut être des petits jeux problèmes, deux textes qui racontent la même histoire mais avec deux points de vue différents. Vous avez par exemple Boucle d'or. C'est la ressemblance du pas pareil. Cela induit le débat, le vote, la réflexion. Troisième partie, l'étayage. Définition. Sur le plan de l'acquisition du langage par l'être humain, le jeune enfant interagit avec sa mère. Les règles conversationnelles s'établissent grâce à une communication totale. Des regards, des mimiques, des gestes, des déplacements. Tout cela sert à l'apparition du langage oral la deuxième année. Il faut que ces situations soient régulières afin que les enfants puissent les interpréter. Brunner, en 1987, parle d'interaction de tutelle à propos des interactions mère-enfant qui, grâce à la régularité, finissent par constituer ce qu'il appelle des formats. Il définit ces formats comme des structures d'interaction qui permettent d'accéder à la culture. L'enfant passe ainsi du préverbal au verbal, dans son ouvrage « Comment les enfants apprennent à parler ». Brunner distingue trois procédures de base dans le rapport mère-enfant. La procédure d'attention conjointe, qui consiste à attirer l'attention de l'autre sur une activité, un objet. La procédure de coaction, qui est agir ensemble sur le même objet, la même activité. Et les rites d'interaction, qui sont prendre contact, se saluer, se séparer. Voici la définition de l'étayage par le Grand Dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française. Ensemble des interactions entre un adulte ou un enseignant et un enfant, permettant à celui-ci de résoudre un problème ou de mener à bien une tâche au-delà de ses capacités. Les interactions sont de nature motivationnelle, théorique, organisationnelle. Il existe différentes formes d'étayage. Le questionnement, la reformulation, l'incitation à dire, à réfléchir et la confrontation entre plusieurs énoncés. Le soutien qui est offert à un enfant doit lui être retiré progressivement afin de le rendre de plus en plus autonome. L'étayage à l'école recouvre toutes les manières dont l'enseignant accorde ses interventions aux capacités des élèves avec tous les processus d'ajustement, donc des situations diverses, la maîtrise de ces interventions à l'oral qui permettent de soutenir les discours oraux des enfants et ainsi favoriser les échanges entre eux, permettre les négociations, etc. À l'école, il n'y a pas un enfant, mais 25 ou 30. Donc la tâche de l'enseignant est de susciter une culture commune aux élèves avec une attention conjointe qui est maîtrisée et aussi pouvoir coagir avec tous les enfants. Donc par exemple, à l'accueil, se consacrer à 3 ou 4 enfants chaque matin du point de vue du langage oral. Quelle est la gestion des interactions maître-élève? En tant qu'enseignant, on peut diminuer sa prise de parole en utilisant le non-verbal, des gestes, un regard, l'aspect théâtral du métier. On va laisser le silence nécessaire à certains moments, on va privilégier des interventions brèves, on va soutenir la prise de parole, mais on va soutenir également l'écoute. Quelle est la nature de l'étayage du maître, toujours d'après Grandati? L'enseignant se met en retrait du groupe et veille à ce que les élèves apprennent à conduire un discours. Par exemple, expliquer, en acceptant que d'autres prennent la parole. C'est la co-construction d'un discours.
L'enseignant maintient en permanence les référents du discours, donc le sujet, par ses interventions. L'étayage consiste à distribuer la parole, rappeler l'enjeu, valider ce qui est dit, reformuler le lexique, la syntaxe, recentrer, encourager, récapituler, relancer, solliciter la vérification, apporter des informations, répéter peut-être plus fort, soutenir la parole de certains enfants. À bientôt!